Voilà, de retour sur ce plateau, au moins vous êtes fixé par rapport au taux d'échange, par rapport à la température du jour. Ah ouais. Donc cela va vous aider vraiment à faire un très bon choix par rapport aux vêtements que vous allez mettre. Oui, ça aide beaucoup. Vous avez le temps de vous rattraper. Ça Alors, aide toujours. aujourd'hui, c'est un vendredi particulier, Julie. Vendredi santé, hein, on Ah peut oui, dire. vendredi santé. Et puis le sujet, il est quand même, il frappe. Sida, VIH, ben voilà. Hein. Avant, ça faisait peur, hein. Maintenant, c'est plus le cas. Non, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Moi, j'ai quand même vécu ça dans l'ex-Katanga, notamment, où les gens vivent avec, ils témoignent et tout ça. Ils sont à l'aise, ils sont en bonne santé, ils travaillent. Franchement, ça marche La déjà. vie continue. Ouais, on dédramatise la chose et donc on accepte de vivre avec. Ça fonctionne. Et ça, c'est bien. Ouais. Alors, VIH, les dépistages des mineurs, dépénalisation des PVV, on va en parler avec Bart Mouyengo qui est là, qui est chargé donc de plaidoyer RACOJ. Il y a Rachel Ndaya, coordonnatrice nationale du RACOJ. Voilà, ils sont jeunes, hein, mais yo kaba titre. Oui, alors les deux, ils font partie d'un consortium hein, parce que c'est une sensibilisation, un plaidoyer qui commence pour que les enfants, pour que les mineurs puissent se faire dépister même sans les parents. Mais ces mineurs-là doivent avoir quand même l'approbation, l'autorisation. Non, justement pas. Les parents ne sont pas justement au courant, pas. ils ne sont pas C'est informés. malheureusement, selon les activistes, ce que notre loi recommande. Hein, mais les professionnels de santé, les activistes, tout ça, et des jeunes et de santé, pensent qu'avec le taux surélevé, de VIH chez les jeunes, il faudrait plus que ces enfants-là attendent être accompagnés par les parents ou avoir l'autorisation des parents. Voilà. Donc ils pourraient désormais se faire dépister eux-mêmes pour mieux se comporter. On va y revenir. Il y a également Flora Boukassa qui est infirmière à la polyclinique de Kinshasa. Bonjour Flora. Et Fanny. C'est Nems. Nemes. Tu es du Bandundu? Non. Tu es congolaise? Ouais, chez nous, il y a tout. Nemes. Yes, Fanny. Nemes, là, ça veut dire quoi? Fanny, elle s'occupe aussi du consulting pour le VIH. C'est important. Ok. Elle est également infirmière au centre hospitalier Monkole. Il y a également Nancy Madingo, infirmière au centre hospitalier Monkole. Nancy. Voilà, elle est là. Alors, il y a une coïncidence avec mon collègue, quand même il y a une qui est sur le consulting VIH, l'autre sur la DREPA ou le cancer du sein. Je voulais parler de Flora. Mais la coïncidence avec mon collègue, c'est qu'ils vont organiser, pas mon collègue cette fois-là, alors l'Institut qui prépare, parce qu'à un moment, on les met ensemble. L'ICI va organiser une journée porte ouverte, ça va être ce week-end. Vous voulez nous en dire un peu plus avant de rentrer dans le sida? Flora? Ouais. Alors, nous sommes là justement pour ça. Étant donné que nous fêtons nos 20 ans, il y a plusieurs activités qui avaient été organisées, qui sont planifiées. Déjà, la marche de santé est bel et bien passée. Je pense que mes collègues précédemment avaient parlé de ça. Oui. Alors là, demain, nous allons ouvrir les portes pour que tout le monde puisse découvrir c'est quoi l'ICI. Nous aimerions aussi nous faire connaître davantage parce que en ce moment, il y a le système LMD qui est instauré. Donc, la première promotion va déjà donner ses fruits cette année. Alors, ça sera une bonne occasion pour, que le public, que plus de personnes puissent nous connaître. Et voilà, quoi. Donc, Nancy, journée porte ouverte. Qu'est-ce que c'est que l'ICI? C'est quoi l'ICI, Nancy? Bon, l'ICI, c'est l'Institut supérieur en sciences infirmières. Qui fournit les infirmières de qualité pour qu'à la fin, elles parviennent à instaurer, disons, à prodiguer des soins qui s'occupent principalement de la personne humaine dans tous les aspects, moral, intellectuel et puis spirituel aussi, parce qu'on les aide aussi à partager leur religion, tout en les aidant à bien se sentir en leur personne. C'est quand même une dimension qui n'y a pas forcément partout. Mais quand elle a parlé de la qualité, je suis d'accord avec toi. Hein, parce que les infirmières, on en trouve maintenant partout. Il y en a même qui ne savent pas piquer. Il y en a qui ne savent pas bien prendre soin. L'accueil, déjà, c'est un problème. Je ne parle pas des infirmières insolentes qu'on a. Oui, assis-toi là. Attends. Oh, qui dit... Osez un bongo. Fiche 3 000 francs. Ouais.
Donc, déjà, les infirmières du Congo ne savent pas accueillir, ne savent pas s'exprimer face aux malades. Moi, je me dis déjà, l'accueil peut déjà m'apporter une petite partie de la guérison, non? Oui, et c'est ce que nous apprenons vraiment avec l'ICI. On nous apprend à sourire aux patients, à être très proche d'eux, en leur posant faire un peu comme un psychologue. Ouais. Alors, les aider à s'exprimer et à poser leurs problèmes. Bon, heureusement que maintenant on a de plus en plus des infirmières jeunes et belles. Ça peut faire que l'autre série va disparaître, la série des infirmières coriaces. Tout ça aussi, ça va ensemble. Hein. Batnet va Fanny Bebazaki Mingite avant. Non, non. Un homme ça d'infirmière. Fanny me donne envie de tomber malade, quoi. Hein? Oui, mais c'est maman Koto, t'es coulaté. Non, maman, pas là, c'est là dedans. Tu te souviens de l'enfant malade? Alors, Fanny, ça va? Oui, ça va. La porte ouverte. D'abord, c'est quoi le consulting sur du VIH? Voilà. Il est indispensable de faire le counseling, comme on l'appelle. En fait, ça s'appelle en abréviation CDV. Le counseling, qui veut tout simplement dire conseil de pistage du VIH. Parce que c'est vraiment un test très redoutable. C'est vrai, vous dites que les fonds, mais on ne doit pas oublier quand même que c'est la mer à boire. C'est la mer à boire. Et pour ce faire, il faut absolument procéder par un conseil, ce qu'on appelle le counseling, le CDV, qui va permettre au fait, à la personne qui vient, nous appelons cette personne-là les clients qui acceptent de se faire dépister, un seul moyen de surmonter le stress. Le stress qui est fourni par ces tests-là. Et pour ce faire, on procède par une démarche que nous appelons BRC. C'est fait une abréviation qui veut tout simplement dire bienvenue. Nous accueillons la personne qui accepte de faire le dépistage. Et le « et » comme entretien, nous allons nous entretenir avec cette personne. En première intention, nous allons l'écouter. Il va s'exprimer. Et en deuxième intention, c'est le personnel de santé qui va expliquer. Et le C comme le choix, les clients vont adopter un plan d'action. Alors, le E comme explication, nous allons expliquer, donner des informations sur les tests VIH et puis parler aussi du VIH en soi. Et le R comme retour, c'est au fait la prise en charge qui va commencer. Justement, avant que la personne en arrive à vous, Fanny, il faut que la personne soit d'accord pour venir à se présenter. Mais maintenant, à plus forte raison, quand il s'agit de la personne mineure dont on va parler tout à l'heure, il faudrait que la personne mineure, selon notre loi, ait l'autorisation. C'est ça, les articles 37 et 39 de notre Constitution, que justement le consortium voudrait combattre. Le consortium est en train de mener un plaidoyer pour qu'on puisse laisser la latitude aux mineurs de pouvoir aller eux-mêmes se faire dépister. Alors, première question à Madame du consortium, Madame Rachel, c'est d'abord quoi ce consortium? Merci beaucoup, Julie. Le consortium, c'est une plateforme constituée de plusieurs organisations de la société civile qui, dans la lutte, ont constaté qu'il y a vraiment de faits. Il y a de décès, autant de rapports, autant d'études qui ont été menées, vu qu'il y a autant d'adolescents qui meurent à cause du VIH-Sida. Et notre loi qui existe déjà, qui constitue une barrière à ce que ces adolescents ne puissent pas connaître leur état sérologique, on exige le consentement de leurs parents, tout en connaissant aussi certaines réalités, que la jeunesse est devenue sexuellement active précocement, une situation que le parent n'arrive pas vraiment à contrôler. Voilà. Parce que ça ne se lit pas. Hein. Voilà, ça ne se lit pas. C'est ainsi que autant d'organisations de la société civile, il y a ICOP+, il y a le RACOJ, il y a Renoac, il y a même le programme national qui nous accompagne, le programme le PNMLS, le programme national multisecteur de lutte contre le sida. Il y a le PNLS et il y a plusieurs organisations même internationales qui nous accompagnent dans ce cadre-là. Donc c'est la société civile qui a
fait ces constats, il a dit alors nous devons agir. Et comment agir? C'est au niveau de la cause, c'est la loi qui constitue la barrière. Voilà un peu le consortium. Peut-être qu'un réel numéro ne s'adressera que aux décideurs, aux élus, parce que ce sont les vacances. Entre-temps, vous devez concocter vos données pour que lorsque eux vont revenir, que nous, peut-être, on a plaidé pour le social, nous, le pauvre citoyen, vous, la société civile, pour que les jeunes, les mineurs puissent aller se faire dépister eux-mêmes. Et puis voilà, chacun a son problème. Alors, c'est quoi l'ampleur d'Orcas? C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi l'objectif du plaidoyer que vous voulez mener? Pourquoi? Voilà, l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Julie, vous êtes sans ignorer que la prévalence du VIH/SIDA pour l'RDC est de 1,2%. Mais lorsque on va, ça c'est pour la population générale. Lorsqu'on veut voir, on prend juste la jeunesse, qui constitue déjà 50%, on trouve une prévalence de 6%. Juste pour la jeunesse, donc les mineurs. C'est 6% contre 1,2% pour la population générale. Okay. C'est vraiment dramatique. Et les 6% en question, Rachel, excuse-moi, oui. Vous avez également mené une enquête pour savoir est-ce que ce sont les parents qui ont transmis aux enfants, aux mineurs, ou ce sont les mineurs eux-mêmes? Madame Dorcas, on ne va pas dire que ce sont les parents, parce qu'il y a eu autant d'études. J'ai parlé de l'EDES, oui, qui est l'enquête démographique de santé. Il y a eu de 2013 à 2014. On a trouvé que plus de 80% de contamination de VIH chez les adolescents étaient liées au rapport sexuel non protégé. Wow. Donc là, on ne sait pas directement accuser les parents. Quand bien même, on sait qu'il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant. Mais ce sont ces rapports qui nous motivent à ce qu'on puisse agir, qu'il faut mettre fin. Parce que dès que vous regardez la courbe par rapport au cas de décès, vous verrez que dans la population générale, cette courbe est en train de baisser. Oui. Tandis que quand on prend les jeunes de 15 à 24 ans, la courbe est en train de monter. C'est-à-dire que ce sont eux qui meurent le plus par rapport aux adultes. Et c'est quoi la cause? Ils ne connaissent pas leur état sérologique. Ils sont sexuellement actifs précocement. Une situation que les parents n'arrivent pas à bien contrôler, à bien maîtriser. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir un avenir meilleur pour cette génération? Parce que vous savez, il y a l'objectif 90-90 de l'ONU-SIDA et veut que en 2030, qu'on puisse avoir une génération sans sida. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et en RDC, il y a tous ces pourcentages que je viens de vous énumérer. Comment notre pays pourra faire face à cet objectif? Mais c'est possible aussi qu'en 2030, nous ayons une jeunesse sans sida? C'est possible ça? C'est possible. Parce que je me dis, je suis un peu curieuse. Ouais. Il y a eu tellement de journées de sensibilisation. Il y a eu tellement de journées de sensibilisation, des activités ont été organisées par-ci, par-là, pour conscientiser cette jeunesse. Mais il n'y a toujours pas de changement. C'est comme si les choses s'empirent du jour au jour. Est-ce qu'on avait sensibilisé la jeunesse ou la population entière? Parce que chez les adultes, maintenant, ça a baissé sensiblement quand même. Voilà, chez les adultes, ça a baissé. On a sensibilisé. En fait, la sensibilisation, elle est là. Et même, on touche la jeunesse. Mais il y a un fait, la loi. Parce que les prestataires ne peuvent pas dépister des mineurs tant qu'il y a la loi qui existe, qui les empêche, qui les contraint, à condition qu'il amène son tuteur ou son responsable. Vous voyez un peu, tout en sachant que dans nos familles, le sujet sexe, c'est un sujet tabou. Tabou jusque-là, oui. Quand une fille va aller poser la question à sa maman, non maman, j'ai été sensibilisée à l'école par exemple, parce qu'on organise des conférences, des journées de sensibilisation et tout. J'ai appris ceci sur le VIH/SIDA, je veux aller me faire dépister. Directement, maman dit, à ton âge Vous voyez, c'est l'enfant, c'est l'enfant elle-même qui a tiqué, qui a été touché par le message de sensibilisation et qui a souhaité connaître son état sérologique. Parce que la transmission, c'est pas seulement par le rapport sexuel.
Mais justement, peut-être pas, Bart, vous touchez assez tôt les enfants et ce serait un peu perçu comme une façon de les encourager, d'entretenir justement ce genre de relations parce que ces enfants-là, pour leurs parents, bazaban. Maintenant qu'on veut que moi, un matin, il se lave, de la même façon que Nana Kouz, Kokutana, petite chérie, petit chéri, de la même façon, à Kepeme Botananga et Tanangai, donc le biparoïkoeba, Nazanango pas, et soit il va continuer à faire des choses davantage, ou encore il peut se rétracter pour dire que Ganaza atteint, voilà ce qu'on a dans le traitement. Est-ce que c'est pas une façon de contenter Banango? Voilà, c'est justement pas une façon d'entêter les enfants. Premièrement, je vais ajouter quelque chose sur ce que Rachel vient de dire tout à l'heure. Pour lutter contre le VIH, pour atteindre les objectifs 90 de l'ONU-SIDA, on n'a pas simplement besoin de sensibiliser. La sensibilisation ne suffit pas. Après la sensibilisation, les personnes ou les jeunes qui ont été sensibilisés doivent avoir accès aux services. Madame, je pense Fanny, nous a largement parlé sur le conseil de dépistage volontaire. Il nous a expliqué l'importance de ce dépistage-là. Parce qu'une personne qui a de l'information, un jeune qui a de l'information sur l'existence du VIH, les moyens de contamination, les moyens de prévention et tout ça, on estime que cela ne suffit pas pour que ce jeune arrive à se protéger. Il faut encore à ce jeune-là un accès au service. Et l'accès au service, c'est que le jeune doit passer par les conseils de dépistage volontaire pour connaître son état sérologique. Madame Rachel l'a aussi dit, avant, vers les années 97, l'âge de premier rapport sexuel chez le jeune variait entre 17 et 18 ans. Mais actuellement, selon l'enquête EDS, c'est entre 13 et 14 ans. La dernière enquête d'ailleurs. Même 10 ans, papa. Même 10 ans, voilà. Ah, ça dépend. Et même ça se passe même au niveau de la famille maintenant. Justement, entre cousins et cousines. Voilà, l'oncle et la nièce et tout ça. Ce sont des phénomènes qu'on est en train de connaître ces derniers temps. Alors, dire qu'on y va un peu précocement ou un peu tôt, on est en train d'encourager les adolescents à passer leur rapport sexuel librement. Moi, je pense que c'est voiler la face, au fait. Nous devons être francs en vis-à-vis de nous-mêmes, nous devons être réalistes. Il y a un fait. Ce que ce jeune-là, les rapports, les enquêtes le prouvent, sont déjà sexuellement actifs. Alors, ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est de crier haut pour signaler cette bombe à retardement qui est cette frange de la population des jeunes qui, pour la plupart, madame l'a dit ici, selon l'enquête EDS, dont la courbe est en train de monter. On sent qu'au niveau de la population générale, le taux de contamination, la prévalence baisse, mais curieusement, quand on va chez les jeunes de moins de 18 ans, elle ne fait que augmenter. Alors, on estime que cela constitue une bombe à retardement. On peut bien lutter au niveau de la population générale, mais attention, il y a quelque chose qui se cache derrière, qui peut nous nuire dans le jour à venir. Et cette frange de la population, là, moi, je pense que maintenant, là, le parent, la population doit comprendre, parce qu'aujourd'hui, notre cible, c'est cette population qui nous suit, les jeunes, les parents qui nous suivent, ils doivent comprendre que les enfants, déjà, on a difficile à aborder la question sexuelle à la maison avec le parent. On s'est dit, quel est cet enfant-là qui va se lever un bon matin pour dire à sa mère ou à son père, papa, maman, je vais aller passer mon test de dépistage volontaire. La réaction, la première des parents, moi, nous, à Saïbi Makambu. Et comme nous, le papa, on a l'habitude de jeter la responsabilité aux mamans, et c'est le papa qui va appeler. Yaka kozomona na yo, uki makambo komi koloba. Akomi ko kolukasa la batesta de VIH, c'est que asi abandi makambo. Ah voilà, la malaria, l'enfant peut aller faire sans problème, mais voilà, c'est au fait ça. Mais aussi, il faut savoir que le test, comme l'a dit Fanny, à notre niveau, les mineurs qu'on est en train de vouloir voir accéder librement au dépistage volontaire seront encadrés, au fait. Même s'il vient sans le consentement de parents, les prestataires sont suffisamment formés pour encadrer ces mineurs afin qu'ils ne puissent pas déraper au cas où il a un résultat positif ou négatif. Parce qu'il y en a qui... Puisqu'on parle de résultats, Bart, qu'est-ce qui arriverait si moi, qui suis mineur, enfant, je me présentais avec les conseils de Fanny, voilà, et elle me convainc d'aller quand même me faire dépister volontairement et que les résultats étaient positifs. C'est quoi la suite? Oui, Fanny a parlé de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement psychosocial. En fait, avant le dépistage, il y a d'abord le conseil qui intervient. Oui. Ça veut dire que la personne est censée être préparée. Le jeune sera préparé moralement, psychologiquement, pour qu'il puisse accepter son état au cas où il est
positif. Et les prestataires, dans le cadre du projet Jeunes et VIH que nous sommes en train de mener avec Médecins du Monde, on a formé les prestataires qui vont dépister ces mineurs afin qu'ils puissent vraiment bien les encadrer et bien leur donner les conseils censés leur permettre d'être au parce que zénith. je peux faire aussi semblant, hein, Bart. Devant ces conseillers, je me dis, ok, j'ai compris, je connais mon état sérologique, c'est positif, je suis porteuse de patati patata, mais puis après quand je rentre, et puis ça commence à bouillonner à moi, hein, la première des décisions que je pourrais prendre, c'est un homme qui me l'a donné. Oui. Donc, n'est-ce pas, Fanny? Bon, j'aimerais éclaircir un peu. Vous voyez, c'est justement pour ça qu'on insiste sur les CDV, donc le conseil. Il faut vraiment que le dépistage soit réussi. Le CDV doit vraiment être réussi, arriver à convaincre la personne, lui expliquer. C'est une procédure à suivre. Et dans cet entretien-là, on va informer, on va tout dire aux clients. Nous allons lui dire que les résultats peuvent être positifs. Quand le résultat est positif, il faut qu'est-ce que tu dois faire? Accepter ton état sérologique et puis comment peux-tu vivre selon ton statut sérologique. Tout ça, c'est dans l'entretien déjà. Et quand nous faisons cet entretien-là, c'est dans un seul objectif, à que la personne, après le dépistage, accepte comment vivre avec son état sérologique, quel que soit le résultat. C'est au fait ça. Pendant ces conseils-là, il faudrait arriver à réussir à gagner la confiance du client, à réussir son CDV pour que la personne n'ait pas ce genre de décision. Si c'est positif, ok, maintenant là, c'est à mon tour de distribuer soit la maladie ou bien des mal me comporter. Non, adopter un comportement responsable, que soit son statut sérologique. Voilà, alors il y a un élément, Julie. Oui, on va souffler un peu. Maintenant, ça quand même la préoccupation. Surtout qu'il y a un CDV, tu comme un client. Mais Nabata Moussoussou, Tozaraba malade. Bon, ce n'est rien. On va quand même souffler parce que on sensibilise à travers des messages pour que justement, au cas où Masola Fanny et Pessi que osa positif, pour baka ba positif à ma béyango, naka maladie. Na vie normale, c'est positif, c'est bon. Mais non, n'est Pessi ou pas. Positif, c'est bon. Mais quand il s'agit d'une maladie... Mais la maladie, ça va être positif, c'est que donc, il y a des dents. C'est ça le truc. Au comme client. Alors, parce qu'il y a beaucoup qui vivent avec. Ça peut être un témoignage éloquent. Pourquoi nous, on va se créer des freins nous-mêmes? Et ça, toi-même, tu commences à mal concevoir les choses et puis ça te précipite même la mort. Tu trouves qu'il n'y a plus rien. Pourtant, et belé baza. Toujours vivre en Abango. Et ils vivent bien. Normalement, parfois, ils travaillent, ils sont même plus productifs que négatif. Je voulais juste pour te compléter un peu. Pourquoi on dit client? Parce que quand tu te présentes, on ne sait pas déterminer que tu es malade ou pas. Parce que quand les autres viennent, mon enfant est malade. C'est la mère qui dit directement mon enfant est malade. Ou toi-même tu te présentes, tu dis je suis malade, je veux que vous puissiez. Je fais la fièvre toute la nuit. Donc là on ne sait pas déterminer que tu es malade. Au départ, tu es séro-ignorante et nous aussi on ignore. Qu'est-ce que tu as? Mais tu es venu pour te faire dépister. C'est après qu'on pourra t'appeler malade ou pas. Chers clients, vous qui nous regardez en ce moment, ensemble suivons cet élément. Avec les VIH-Sida, la vie continue. Nous sommes nous nanou. Clients, non clients. Nous sommes nous nanou. Biso na biso. Alors, quelle est donc la situation actuelle du plaidoyer avant de faire passer également la parole à notre frère qui est là pour parler de Sanjola, Bart? Voilà. Comme vous le savez, le plaidoyer est en train d'être mené par un consortium des organisations de lutte contre le VIH au niveau national. Actuellement, nous avions déjà déposé la proposition de modification de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH en ces articles 37. Justement, c'est cet article-là qui stipule qu'un adolescent ne peut pas accéder au dépistage volontaire sans les consentements de ce parent. Alors nous proposons à ce que cet article soit changé et que l'adolescent peut ou ne pas se faire accompagner par ses parents ou ses tuteurs pour passer son test de dépistage volontaire. Et en son article 39 également qui dit que le résultat du dépistage ne peut pas être directement donné
à l'enfant lui-même, plutôt à son tuteur ou à ses parents. Et pour ce faire, on a connu pas mal de cas où les enfants ont été soumis sous ARV, dont a parlé Maman Kalunga et les autres tout à l'heure, les antirétroviraux, les médicaments qu'on donne aux personnes qui sont atteintes par le virus. Alors, on a pas mal de cas des enfants qui ont été soumis à ces traitements-là, ça pour autant savoir qu'ils étaient porteurs du virus. Il y a des parents qui ont caché cela à leurs enfants et des enfants qui un jour se sont rebellés, ils ont refusé de prendre le produit alors ils avaient déjà atteint un stade avancé de la maladie et qui nécessitait à ce qu'ils soient toujours soumis sous ARV. Et une fois quand ils rompent avec le traitement, ça devient compliqué et par conséquent, il y en a qui meurent comme ça. Moi-même, il n'y a pas plus d'un mois ou je ne sais pas moi combien, où j'ai assisté à un deuil d'une fille de moins de 18 ans qui est décédée justement comme ça. Elle prenait les médicaments, mais elle ne savait pas pourquoi elle le prenait. À un moment, elle ne savait plus respecter, à l'absence de ses parents aussi. Personne ne pouvait lui dire qu'elle était porteur du virus. Et mais enfin, elle a succombé. Ne pensez-vous pas que lorsque vous gardez également ces secrets, lorsque le PVV n'est pas au courant de son état sérologique, n'est-ce pas que vous exposez également les autres? Justement, c'est pourquoi nous sommes en train de mener. Je ne suis pas au courant de mon état, mais je prends quand même le produit sans pour autant savoir pourquoi je les prends. Voilà. Mais voilà que j'ai une petite amie ou j'ai un copain. Justement, parce que j'imagine aussi la fille qui est décédée dernièrement avait certainement un petit ami et qui ne connaissait pas l'état sérologique de son partenaire. Justement, c'est ça le frein que nous donne, que nous présente la loi. La loi veut à ce que ce résultat ne soit pas directement annoncé aux mineurs, que ce soit plutôt annoncé aux parents ou aux tuteurs qui ont accompagné. Le parent décide s'ils informent ou pas. Voilà, c'est aux parents de décider s'ils vont informer les mineurs ou pas. Vous voyez maintenant auquel risque nous sommes en train de courir. Donc actuellement, le plaidoyer, la proposition a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Le bureau d'études a validé la proposition et actuellement, selon le principe de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée devait encore écrire au gouvernement. Il a déjà écrit au gouvernement pour que le gouvernement, via les ministères de la Santé, je pense, et les ministères de la Justice, puisse donner son aval sur la révision de cette loi en ses articles 37 et 39. Donc c'est ce qui va être fait. On profite de cette période de vacances parlementaires justement pour continuer à sensibiliser la population. Et je pense que nous souhaitons vraiment qu'à la rentrée parlementaire de la session de septembre, nous aurons la réponse positive du gouvernement. C'est vraiment notre prière. Hein. Je suis également parent. Je vais compléter. Je vais compléter. Nous avons aussi parlé de la dépénalisation de personnes vivant avec le VIH. C'est toujours dans la même loi. Et là, maintenant, c'est dans les articles 41 et 45, où la loi actuelle condamne lorsque une PVV contamine volontairement son partenaire. Alors que nous avons déjà la loi pénale qui existe et même dans la loi contre les violences sexuelles, il y a de sanctions qui sont prévues lorsque une PVV contamine volontairement son partenaire sans lui dire son état sérologique. Alors, la modification pour nous par rapport à la loi portant protection de personnes vivant avec le VIH, nous voulons assez qu'on puisse retirer cet article qui condamne, qu'on prenne en compte la loi pénale qui existe déjà, parce que celle-ci ne porte que sur la protection. On ne peut pas protéger et en même temps condamner ces mêmes personnes-là. Donc c'est un peu ça, les deux modifications que nous avons apportées par rapport aux articles 41 et 45, et ainsi que les 39 et 37. Voilà, ça c'est une bonne chose. Hein. Alors, on va parler un peu de Sanjola rapidement, avant de repasser la parole à ici pour la journée porte ouverte. À ici, non, toi aussi. À là-bas. Alors, Sanjola. C'est ce dimanche. Vous n'avez pas passé le micro, s'il vous plaît. Le rendez-vous, il y a Sanjoli. Il y a Sanjoli. On va Sanjoler. C'est pour quand? À quelle heure? Déjà, bonjour maman Dorcas, bonjour maman Julie, bonjour à tous. Alors, Sanjola, c'est déjà pour ce dimanche 9 juillet, au terrain de l'Isanga, à partir de 16h.
Donc nous sommes déjà prêts pour recevoir tout le peuple de Dieu et tous les habitants de la ville de Kinshasa et même d'ailleurs. Nous sommes déjà en train de préparer ce grand moment et l'équipe est déjà à pied d'œuvre. Voilà pourquoi nous venons encore vers vous pour vous sensibiliser à continuer de souscrire en achetant vos billets. Et nous vous informons aussi que ce jour-là, vous aurez la possibilité de pouvoir vous fournir des t-shirts afin de garder un souvenir par rapport à cet événement qu'est Sanjola. Ok. Et les billets se vendent à combien? Les billets se vendent à 5 000 francs. Ils se vendent toujours à 5 000 francs, nous confirmons. Ils sont disponibles dans toutes les boutiques Orange. Vous pouvez les trouver. Donc, vous vous rendez au shop Orange le plus proche de votre domicile. Vous pourrez trouver des personnes très gaies qui vont vous accueillir et vous servir votre billet. De même que vous pouvez les avoir aussi dans les alimentations. Gigi, par exemple, sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Vous pouvez aussi avoir le billet à Monishop, au niveau de la station ML à Kitambo. Nous avons aussi un bon réseau au niveau de Kitambo Magasin dans le cybercafé Geratam, juste à côté de la boutique Bidelium. Vous pouvez vous fournir aussi là-bas. Vous pouvez aussi voir Grass Market dans toutes ces extensions, de même que Food Market aussi. Voilà. Vous êtes informés, donc nous vous confirmons, Sanjola, c'est pour ce dimanche 9 juillet à 16h30 au terrain Lisanga. Lisanga, Torosangana, pour nous Sanjola, 5 000 francs. Il y aura également vente des articles du groupe Gaël. Donc, à part 5 000 francs au Bobisumbo Moussoussou. Après lundi, dimanche au Sanjola, lundi, ok, au Luca, Fanny, après ça, conseil, et puis au commis client. Oui, pour toujours sembler, mais toujours respecter paix, et vendre des litres. Voilà. Ouais. Alors, ici, on rappelle, journée porte ouverte, demain. Oui, ici, c'est demain. Oui, alors, c'est ça. Nous vous attendons tous, vous êtes invités. Alors, à partir de 9h, dans le souci toujours de former, on a organisé aussi des stands où on va développer plusieurs sujets, notamment la prévention du cancer de sein. Il y aura aussi une possibilité de faire des dépistages de drépanocytose. Il y aura aussi d'autres infirmières qui vont parler des soins à domicile, des premiers soins d'urgence. Alors, donc, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et c'est ça, nous lançons l'invitation à tout le monde, aux parents, aux jeunes. Moi, j'ai noté, Nancy, que si demain je dois être là, dépistage, j'ai même qu'on des canards concernés. Lequel? Non, c'est bon. Bon, alors. Ah non. Vous allez faire également la mammographie? Non, c'est pas possible de faire. On appelle les concernés. On a encore ça là, sauf mon corps. On va proposer pour demain. Cliente. Je n'ai rien dit. Oh là là. Oui, Nancy, ton dernier mot. Bon, je voulais S'il y a un numéro de contact également. Ah oui, ouais. Comment faire pour contacter ici par rapport à cette journée porte ouverte? Ok, Flora va vous en parler pour le contact. Moi, je voulais juste parler un peu sur la drépanocytose. Alors, la drépanocytose, il y aura un stand à l'ICI demain et je tiendrai le stand de drépanocytose. Alors, pour information, c'est vrai que la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire génétique que le monde entier connaît, mais que certaines personnes ignorent encore. Alors, elle se transmet génétiquement par les parents. Si mon père est AS, ma mère est AS, je serai SS. Et là, ce n'est pas... on ne sait pas comment ça se fait. Bon, Dieu seul sait, parce que lui, il est le maître de tout. Oui. Le premier enfant peut être AA, tout comme peut être AS ou bien SS. C'est Dieu qui sait tout ça, tout comme on peut avoir le premier enfant SS, deuxième enfant SS. Alors, ça s'est fait de façon invisible. Voilà. C'est un peu ça. Alors, c'est qu'on va un peu s'atteler là-dessus, c'est que quand on est déjà drépanocytaire, on doit mettre en place les règles que vous devez suivre. Un enfant drépanocytaire doit boire beaucoup d'eau, doit venir régulièrement en consultation, doit éviter de porter des habits serrés parce qu'il peut avoir des crises, doit être dans un environnement sain, ça veut dire bien aéré, bien manger, afin que tout se passe bien dans son corps. Et puis, le premier signe
de la drépanocytose, ce sont les crises vaso-occlusives. Ce sont des douleurs, des crises douloureuses. L'enfant a mal. Il a mal, c'est indésirable. Il a mal, il ne sait pas exprimer. Vous voyez un bébé de 6 mois qui pleure. Vous ne savez pas pourquoi il pleure, mais il pleure. Et parce que vous n'avez pas fait le test, vous voyez l'enfant qui a les mains et les pieds gonflés. Il y a une anémie et des infections. Alors, il y a certaines personnes qui ont perdu des enfants. Non, si tu ne vas pas tout dévoiler ici, bientôt là, on va nous okay. Donc, demain, il faut venir. Demain, il faut venir pour avoir beaucoup d'informations. Et même connaître les premiers soins comme ça. C'est très, très important. Demain, 9h. Ouais. Fanny, rappelle-nous l'adresse. De ici. C'est Ngafani, 4804, à Mongafula. Mongafula. Arrêt Ngafani. Arrêt Foulou. Ah, ok. Arrêt Foulou, mais avenue Ngafani. Voilà, l'arrêt Foulou à Mongafula. Quand vous prenez les taxis de Rond-Point Gaba, vous demandez au receveur de vous descendre sur l'arrêt Foulou à Mongafula. Et de là, déjà, vous longez, c'est connu. Centre hospitalier Monkole, l'avenue Ngafani. En tout cas, sur le bois, Monkole, c'est aux armes termes. Mais si vous avez un carrément arrêt Monkole. C'est bon. Monkole. Alors, on va clôturer avec Rakoj. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Les prochaines étapes. Merci à Biwan pour nous recevoir. Nos prochaines étapes, c'est que nous poursuivons avec les législateurs congolais pour que cette loi soit vraiment modifiée. Oui, nous sommes vraiment déterminés, Madame Gélé. Nous sommes vraiment déterminés pour que cette loi soit modifiée parce que c'est toute une génération qui est en train de mourir. Parce que nous parlons du développement de la RDC, mais qui vont développer la RDC si les gens déjà de 10, 15 ans, 19 ans sont malades et il y en a qui meurent. Bartnaba vous a donné un exemple ici. Il y en a qui refusent volontairement de prendre les médicaments. Quand vous m'aviez caché, vous m'aviez déjà tué. Donc, on continue, on veut vraiment que nos législateurs prennent vraiment à bras le corps ce problème de dépistage de mineurs et qu'ils modifient la loi pour que les mineurs puissent avoir accès au dépistage volontaire. Merci beaucoup Rachel Ndaya, merci à Bart, merci Flora, Fanny et Nancy. Merci beaucoup, j'espère que vous êtes informés. Si vous avez des questions, on pourra toujours vous orienter pour aller encore recevoir, avoir quelques conseils auprès du Rakoja. Moi, je vous retrouve demain à 10h. 15 pour le compte d'État Grandeur. Lundi, je serai là pour le compte de On est ensemble. Julie. On se retrouve la semaine prochaine. Les rendez-vous, les informations, vous en avez eu suffisamment. Mais faites-vous aussi propagateur de la bonne nouvelle, n'est-ce pas? À très bientôt.